j'ai envie de dire, de faire l'expérience, d'oser faire l'expérience du silence et puis de voir en quoi ça nous nourrit. Voilà, d'observer, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans un livre, c'est vraiment quelque chose d'expérientiel et à goûter. Ça vous parle, l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite? Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu? Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute un jeudi sur deux avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Ce podcast, c'est un peu ma thérapie bienveillante pour prendre du recul, me recharger en énergie et repartir dans la bonne direction, et pour longtemps cette fois-ci. J'avais envie de vous le partager pour notre bien-être à tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes posé, juste 5 minutes, sans rien faire, sans but particulier, à part faire une pause, seul et au calme? Essayez de vous souvenir. Qu'avez-vous ressenti pendant et surtout après? Est-ce que cela a été facile ou est-ce qu'au contraire, ce moment a été désagréable? Pourquoi de plus en plus de personnes pratiquent la méditation en pleine conscience? Est-ce une façon de rééquilibrer notre rapport au temps pour ne plus avoir à le subir? Est-ce une façon de débrancher le pilote automatique de nos vies et de reprendre ainsi le contrôle de son quotidien? J'avais envie d'en parler avec Audrey Berthet, formatrice et consultante en épanouissement individuel et collectif, auteure du podcast Révélation et organisatrice de retraites silencieuses. Bonjour Audrey. Bonjour Claire. Comment est-ce que la pleine conscience est rentrée dans ta vie et qu'est-ce que ça t'a apporté? Je suis quelqu'un qui était, j'ai envie de le dire au passé, qui était beaucoup dans le mental. Quand je pratique la méditation de pleine conscience, il y a différentes façons de la pratiquer. Il y a les pratiques, ce qu'on appelle formelles, à savoir, voilà, je me pose sur mon coussin de méditation, ça peut être sur une chaise, sur un fauteuil, et puis je m'entraîne notamment en s'appuyant sur la respiration ou sur le corps, à être pleinement là, donc à ramener son esprit dans l'instant. Ça, c'est une pratique formelle. Et puis, il y a les pratiques informelles. C'est aussi cultiver cet état de pleine présence, finalement, à chaque instant, à chaque moment de son quotidien. Et ce que je constate, c'est que quand on est là-dedans, quand on est pleinement présent, on a l'impression que le temps s'allonge. En tout cas, de pouvoir, oui, qu'une heure, et c'est long, mais c'est plaisant. C'est pas long et ennuyeux, c'est long et plaisant parce qu'en même temps, on goûte à tout ce qui est là. Comment on fait quand on a un emploi du temps, on va dire, j'appelle ça un emploi du temps à la Tetris, que l'on a effectivement pas 5 minutes dans la journée pour faire ce qui nous semble absolument nécessaire? Comment concrètement on peut s'y mettre à la méditation en pleine conscience? Est-ce que tu as des choses à partager là-dessus? Il faut déjà qu'il y ait l'envie, parce que sans l'envie, effectivement, on ne trouvera pas le temps d'intégrer ça dans son emploi du temps chargé. Il y a différentes façons de le faire. Si je pense à son quotidien personnel, dans sa vie personnelle, ce qui est souvent conseillé, c'est de trouver un moment, alors ça peut être en début de journée, prendre un petit temps, ne serait-ce que déjà se dire, tiens, 5 minutes. Je mets mon réveil plus tôt, ou je m'organise en tout cas pour avoir 5 minutes, s'offrir ce temps de respiration avant de commencer sa journée. Peut-être même, ça peut être dès le réveil. Ça peut être aussi en fin de journée, quand on rentre chez soi ou avant de se coucher, se prendre un temps aussi pour laisser déposer le mental et puis temps de respiration. Donc ça, c'est un peu dans son quotidien personnel, dans une semaine où on va travailler. Les moments où on a plus de temps, le week-end, bien sûr, on peut s'aménager des temps plus longs. Après, au travail,
C'est vrai que les personnes souvent disent: «Mais j'ai pas le temps. Comment je fais pour intégrer ça dans mon travail?» Alors c'est pareil, je pense que ça demande, soit une discipline personnelle, se dire: si c'est important pour moi, donc je vais me trouver un moment pour le mettre, dans mon emploi du temps», donc se prendre un petit rendez-vous avec soi-même. C'est assez compliqué, quand on démarre, de faire ça seul, de se dire: «Bon, bah, OK, je me pose, je m'arrête, je vais prendre un temps de respiration». Donc ce qui peut être très aidant, c'est, soit s'appuyer sur, des méditations, guidées, des programmes de méditation, qui proposent des méditations guidées. J'ai créé pour un de mes partenaires de coaching, Bloomer Impulse, un programme de méditation qui est un programme de sensibilisation à la méditation de pleine conscience, qui propose justement des courtes pratiques, des pratiques de 5 minutes. Et l'idée, en fait, dans le programme, c'est un programme sur 8 semaines, c'est une invitation à poser 5 minutes 3 fois par jour dans son emploi du temps. Donc je guide chaque semaine une méditation différente parce qu'on va explorer différents aspects. Poser 3 fois par jour ce petit temps de méditation. Donc là, du coup, la personne peut vraiment s'appuyer sur une pratique guidée. Moi, ce que j'ai voulu aussi, c'est proposer une autre façon de se sensibiliser à la pratique, en se disant, oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps dans son emploi du temps, et de s'accorder ce petit moment de pause, de rendez-vous avec soi, de faire un petit check-up aussi intérieur, tiens, comment ça va? Ça pouvait peut-être plus s'intégrer plus facilement, et en même temps, ça crée une habitude. Parce que sur 8 semaines, du coup, on a pris l'habitude, même si la première semaine, c'est peut-être plus difficile à mettre en place, mais au bout de 8 semaines, voilà, finalement, ça devient un rendez-vous presque immanquable, une routine qu'on a intégrée dans son quotidien. Et c'est la répétition aussi qui est efficace. Ce qu'on dit souvent, c'est que finalement, c'est beaucoup plus efficace de prendre plusieurs petites pauses de méditation plutôt que de se dire, bon, là, j'ai 3 heures devant moi, allez, je me prends 3 heures de méditation. Ça va faire du bien, mais c'est vraiment la régularité aussi. Est-ce que tu veux compléter par rapport à ces pratiques quotidiennes? Après, en termes de pratique informelle au travail, ça peut être dans une réunion de travail où finalement on peut être présent physiquement à la réunion, mais complètement ailleurs parce que on pense au dossier qu'on a à traiter après, on pense à ce qu'on était en train de faire juste avant, quelque chose qui nous inquiète mais qui a rien à voir avec la réunion. Et une bonne pratique aussi, ça peut être se dire, tiens, pendant cette réunion ou pendant au moins un quart d'heure, je vais être pleinement attentif à tout ce qui est dit. Et à chaque fois que je sens que mon esprit me ramène vers un autre sujet, non, je ramène mon attention à ce qu'est en train de dire telle personne, ce qu'est en train de dire telle autre personne. Et c'est une façon de pratiquer aussi, d'être pleinement présent à ce qui se passe. Et les personnes que tu accompagnes, elles te disent quoi justement au bout de quelques semaines? C'est quoi leur retour? Des personnes qui n'avaient jamais fait ça avant? Alors déjà, souvent, la première réaction, c'est un peu effaré de voir à quel point l'esprit ne s'arrête jamais. Et puis, tout d'un coup, on devient conscient de ce qu'on est en train de se raconter. Donc aussi, parfois, un peu un choc de ce qu'on se raconte, parce que ce qu'on se raconte, les histoires qu'on se raconte, déjà, on a tendance à les répéter un peu en boucle. Et puis, c'est pas toujours très aidant, finalement, ce qu'on se raconte. On est souvent très sévère vis-à-vis de soi-même. On peut être aussi sévère vis-à-vis des autres, mais aussi très sévère en premier lieu vis-à-vis de soi-même. Donc, c'est un peu la prise de conscience de waouh, ok, bon, c'est agité là-haut. Je suis pas toujours mon meilleur ami. Donc, mais cette prise de conscience, elle est importante. En fait, c'est une étape importante et essentielle pour pouvoir ensuite se dire, tiens, comment je peux ajuster ça finalement, ajuster mon dialogue intérieur. Ensuite, c'est vraiment la sensation d'un apaisement. Au niveau du mental, mais aussi du stress, de la pression qu'on peut se mettre, une meilleure conscience de soi, meilleure conscience de tiens, comment je me sens. Il y a des personnes qui disent mais en fait je m'étais pas rendu compte, mais ça fait des semaines que je suis épuisée et là je me rends compte que mon corps il tient plus, que je le traîne, donc conscience voilà de ces ressentis intérieurs, meilleure concentration, meilleure attention, que ce soit en réunion, meilleure attention dans son travail à soi, plus en capacité de voilà rester attentif sur une tâche peut-être plus longuement. Et puis dans les relations, dans la relation à soi, il y a une meilleure bienveillance vis-à-vis de soi-même, et c'est aussi dans la relation aux autres, les relations finalement qui sont plus faciles, plus fluides, parce que on peut prendre du recul. On est dans la réaction en fait très souvent. Là on peut plutôt agir, prendre le temps de réfléchir et agir peut-être plus justement. Comme je disais, j'étais quelqu'un qui était très, très, très dans le mental et je pense très active. Alors, je le suis toujours, mais je pense différemment. Et quand j'ai commencé à vraiment intégrer cette pratique dans mon quotidien, il y avait... oui, c'est vrai que les personnes me disaient...
avoir l'impression d'avoir un sentiment de sentir bien en ma présence, parce qu'il y a quelque chose de plus apaisé aussi, de plus posé. Donc je pense que c'est aussi, ça permet aux personnes de son entourage d'être plus, oui, d'être plus posées peut-être, de ralentir aussi, parce qu'on a tendance à synchroniser aussi avec l'énergie et le rythme de l'autre. Et si nous parlions de silence? Je te pose la question parce que, encore dernièrement, j'expérimente en ce moment, on va dire des séjours au vert avec des personnes qui ont besoin de se poser un peu, qui, pour beaucoup, me disent, au démarrage, lorsqu'on fait connaissance: «Je n'arrive pas à être tout seul, avec moi-même et les moments de silence, c'est trop dur pour moi». Oui, le silence peut faire peur parce qu'on a l'impression que c'est le vide, que c'est le néant. Peut-être que ça renvoie à la mort aussi, le silence, alors que finalement, le silence, il est fait de plein de choses. Il y a plein de choses dans le silence aussi. Il peut y avoir une peur d'être à l'écoute de soi, peur de qu'est-ce qu'on va découvrir finalement. Pour moi, c'est un ingrédient qui va favoriser justement la pleine présence, la pleine conscience, qui va nous aider à être pleinement présents, et puis qui va aussi nous permettre d'être plus serein, d'être plus apaisé. Notre cerveau, en fait, il est constamment en veille, et donc il y a une sorte de fatigue mentale aussi qui se crée avec tous les bruits. Amener du silence dans sa vie, ça permet aussi au cerveau de s'apaiser. Donc les retraites en silence, j'ai commencé à les intégrer aussi finalement dans mes activités, d'en faire une de mes activités à travers un concept de retraite en silence laïque, qui permettent aux participants de faire l'expérience du silence. C'est un parcours de 3 jours accompagné, parce que ces retraites, je les co-anime avec Jérôme Frugère, avec qui on a développé ce concept. Et c'est vrai que très souvent, les participants ont à la fois envie, et puis il y a un peu une crainte de comment ça se passe, parce que c'est pas dans nos habitudes. Donc on accompagne aussi ce parcours avec pendant la retraite des temps inspirants qui amènent vraiment les individus à cheminer parce qu'il y a un vrai chemin personnel individuel en fait qui se fait pendant ces 3 jours où on est en contact avec pleinement avec soi. Et puis aussi, on propose des séances de coaching en amont de l'expérience pour préparer la personne. Finalement, qu'est-ce qu'elle vient chercher dans cette expérience? Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre? Peut-être qu'elle vient avec un objectif particulier. Et puis une séance aussi à la fin de l'expérience. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est dans un espace totalement naturel, donc on est au contact de la nature et des sons de la nature qui participent aussi, qui font du bien. Et donc, il n'y a pas de distraction, à part les temps inspirants qu'on propose et puis à part les repas. Mais sinon, chacun est invité à faire l'expérience du temps qui passe, faire l'expérience du temps avec soi. Et en fait, c'est assez incroyable de voir sur 3 jours ce qui peut émerger. Là, dans les retours que les personnes nous font, c'est déjà, qu'est-ce que c'est bon le silence? Qu'est-ce que ça fait du bien? Et finalement, c'est confortable. Et finalement, je suis très confortable avec le silence. Et souvent, c'est un a priori en fait qu'on se fait, dire oh, le silence est effrayant. Et puis quand toutes les personnes en fait qui font l'expérience de la retraite nous disent on aurait bien aimé que ça dure plus longtemps. Ça permet aussi d'être pleinement à l'écoute de soi, finalement pleinement à l'écoute du mental, parce qu'il y a que ça à écouter, pleinement à l'écoute de son corps et de ses émotions, comme je disais tout à l'heure, et puis aussi de son intuition. Finalement, il y a des idées qui peuvent émerger aussi, qui n'avaient peut-être pas la place d'émerger dans nos vies trépidantes, et là, du coup, qui peuvent se manifester. C'est une autre façon de se relier à soi, de se relier aux autres, parce que même s'il n'y a pas de contact aussi avec les autres, ce que nous disent les personnes, ils disent mais c'est incroyable parce qu'on a vécu une expérience collective finalement. L'impression de connaître aussi les autres participants, ne serait-ce que en les ayant côtoyés quelques jours, en les ayant peut-être observés aussi, il y a des liens invisibles qui se créent aussi. Donc pour moi, aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon hygiène quotidienne aussi. Et c'est quelque chose que je propose aussi en entreprise. Dans mes accompagnements en entreprise, je sensibilise à la méditation de pleine conscience et j'intègre ça dans certaines de mes interventions. Mais aussi parfois, enfin très souvent,
j'intègre des moments de silence. J'intègre des moments de silence dans mes interventions, que ce soit soit au démarrage pour vraiment inviter chacun à se poser puis faire cette expérience-là. Quand on a eu des moments où le mental a été très agité parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions, d'inviter à un temps de silence de quelques minutes, voilà, juste pour laisser tout déposer. Il y a souvent une petite réticence de mais qu'est-ce que c'est pourquoi on s'arrête là tout d'un coup parce qu'on n'a pas l'habitude de ça et en même temps de ah ça fait du bien. Ah ça fait du bien et j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes idées et on sait que le cerveau en fait ces pauses-là, elles lui sont extrêmement bénéfiques, même si on a l'impression que peut-être d'être très productif quand on ne s'arrête pas, qu'on fait plein de choses. En fait, c'est l'inverse. Au bout d'un moment, le cerveau, il sature et il peut plus. Donc, lui amener ces courtes pauses, ça lui permet de se régénérer, de se vidanger et puis d'être plus disponible pour pouvoir reprendre la suite des choses. Aussi, notre cerveau, en fait, il est très, très, très consommateur d'énergie. Dans notre cerveau, il y a différentes parties. Il y a notre cerveau reptilien et notre cerveau limbique qui, lui, marche plutôt de manière automatique. Et puis, il y a le néocortex qui, lui, est l'espace où il y a la réflexion, qui nous permet où il y a aussi l'espace sur l'attention, le lien à l'autre, toute cette partie du cerveau, en fait, elle est très, très, très consommatrice d'énergie. Et qui dit consommatrice d'énergie, dit aussi très productrice de déchets. Donc, en fait, le cerveau produit beaucoup, beaucoup de déchets et le silence lui permet de nettoyer, en fait, d'évacuer tout un tas de toxines. Donc, on parle c'est une métaphore qui est utilisée, de douche cérébrale. J'imagine qu'il y a un avant-après pour les personnes qui viennent faire ces retraites silencieuses. Il y a une participante qui nous écrivait, qui est venue il y a 3 ans et qui disait: «Mais je peux pas venir cet été, mais j'ai très envie de revenir et en tout cas, je continue à goûter aux bienfaits de cette expérience. C'est comme s'il y avait il y a des graines qui ont été semées et puis qui continuent à pousser». Oui, les participants font des expériences très fortes, qui restent ancrées. Donc c'est un peu comme des mémoires bah oui, ça m'a fait vraiment du bien en fait, de couper mon téléphone pendant 3 jours, de ne rien devoir à personne parce qu'on voilà, en plus on est aux petits soins pendant 3 jours, de juste prendre soin de moi. Donc l'avant et l'après, c'est sur en tout cas s'autoriser et se permettre de prendre des temps pour soi dans sa vie, s'organiser pour pouvoir le faire, de s'offrir des temps de déconnexion, donc déconnexion du portable, de connexion de toute activité et juste se poser. Et puis en général, les personnes repartent avec des prises de décision aussi sur finalement par rapport à des projets qu'elles pouvaient avoir, qui ont eu le temps de cheminer pendant cette expérience. Donc des projets qui peuvent se concrétiser. Et puis, oui, des changements en tout cas dans sa façon de fonctionner au quotidien qui s'inscrivent. Voilà, là, ça me fait penser à un bouquin que j'ai pas encore lu, mais ça faisait plusieurs fois que j'en entendais parler, de Cornfield. Ça s'appelle Après l'extase, la lessive. Et en gros, ce qu'il disait, c'était que finalement, c'est qu'il fallait entretenir. Alors, comment est-ce qu'on entretient le silence après une retraite silencieuse quand, je sais pas, le silence, par exemple, au bureau, quand on rentre à la maison, qu'on a des enfants qui crient dans tous les sens. Voilà, on comprend bien le bénéfice pendant, ça nous aide à prendre des décisions, par exemple, importantes et on peut repartir avec quelques outils, mais est-ce que tu aurais des choses à nous partager pour que justement après on intègre ce silence un peu plus dans notre quotidien? C'est un très, très, très bon livre que je recommande. Je trouve que c'est vraiment un chemin et c'est un chemin qui demande de la bienveillance avec soi-même aussi. C'est se dire, «Oui, peut-être que j'ai envie de ça, mais oui, dans mon quotidien, c'est pas si facile que ça». Mais déjà d'avoir l'intention, se dire: «J'ai l'intention d'en faire, peut-être, une pratique plus régulière». Et puis, ça demande quand même de la volonté et de la discipline. Mais quand on est alors, pour, les personnes qui vivent seules, ça peut être plus facile, finalement de s'intégrer, des moments de pause et de silence dans son quotidien. Mais comme tu dis, quand on a une famille, quand on a tu parlais de la famille, je pourrais parler aussi du travail, mais quand on a une famille, il y a du bruit tout le temps, c'est une pratique qu'on peut faire aussi collectivement.
Se dire pendant, par exemple, un moment de repas. Alors, en fonction de l'âge des enfants, on peut même en faire un peu comme un jeu, en fait, le transformer en jeu. Le roi du silence, par exemple. Le petit sablier, j'ai un petit sablier, un petit sablier. On dit bon, allez, pendant 5 minutes, on regarde le sablier. Et puis, on va juste être voilà, présent à tiens, qu'est-ce qui est là autour de soi en termes de bruit, qu'est-ce qui est là autour de soi en soi en termes de bruit, en termes de sensations. Et on regarde le petit sablier et puis on goûte au silence pendant 5 minutes. Donc, on peut essayer d'en faire une pratique collective au moment du repas ou à différents moments aussi. Ça peut être voilà, quand on rentre du travail, on s'offre un petit moment ensemble. Si on essayait d'être ensemble, de se connecter ensemble, de se connecter nos cœurs aussi dans le silence. C'est vrai qu'en fonction de l'âge des enfants, si c'est des plus jeunes, c'est intéressant qu'il y ait un aspect ludique aussi qui soit intégré. Enfin, les moments du repas, c'est idéal. Puis voilà, sinon ça peut être quand on se retrouve tous le soir ou avant de se coucher. Mais aussi, on peut très bien dire à sa famille, voilà ce dont j'ai fait l'expérience. Voilà ce que ça m'apporte. Aussi partager sur faire de la pédagogie aussi en quelque sorte sur le silence, ça fait super du bien, ou de se poser, de s'arrêter, de sentir sa respiration. Donc de partager aussi son expérience avec sa famille, dire bon moi à partir de demain, j'ai envie de m'intégrer ces moments-là. Donc je vous demande voilà, je ferai ça à tel moment et je vous demande pendant ce temps-là soit de pas être dérangé, ça prendra 5 minutes, soit vous venez avec moi et on partage ce moment ensemble. Et puis peut-être aussi de dire quels sont les bénéfices pour soi, mais aussi d'amener ses enfants ou sa famille à dire tiens, tu pourras observer aussi, tiens, en quoi maman elle est différente peut-être après, quand elle revient de sa pause, est-ce que tu observes quelque chose de différent? Parce que finalement, ce que disent les parents, c'est que c'est plus plaisant parce que on est aussi finalement plus présent à ses enfants. Et puis les enfants aussi, en retour, nous le rendent bien parce que ils sentent qu'il y a une attention qui leur est portée, qui est différente aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est trouver des moments, si on se dit, je trouve que c'est plus facile quand qu'on fixe déjà à l'avance, tiens, à quel moment ça va se faire dans son quotidien. Et puis au travail, c'est soit avec soi-même, effectivement, se dire moi, il y a des moments pendant la pause déj, je ferme le bureau, enfin, je préviens mes collègues à la rigueur et je me pose quelques instants. Soit c'est en réunion aussi, on peut proposer, force de proposition et dire tiens, j'aurais envie qu'on expérimente quelque chose en équipe, qu'on se prenne un temps de silence au démarrage, qu'on se prenne un temps de silence après, et puis voir ce que ça fait. Donc on peut proposer ça. Et puis il y a aujourd'hui en entreprise aussi des espaces finalement qui sont créés, de plus en plus d'espaces qui sont créés, et ça peut être des lieux où on peut aller se poser. J'avais créé quand j'étais dans mon dernier emploi, j'avais créé une salle silence avec une collègue où on avait pendant une année sensibilisé aux bienfaits de la méditation de pleine conscience en entreprise, et on s'était dit mais il faut un espace aussi, finalement, pour pouvoir se poser, pour que les gens puissent s'isoler et puis soit se poser juste dans le silence ou soit pratiquer. Et on avait créé un espace silence. Et on avait vraiment embarqué l'équipe manager, enfin les managers, en leur mettant en avant justement les bienfaits, en quoi ça allait pas être une perte de temps, mais au contraire ça allait permettre aux collaborateurs de se ressourcer et d'être plus présents ensuite, plus engagés, puis voilà, mieux de toute façon. Et puis on se disait finalement il y a bien des personnes qui vont faire une pause cigarette, pourquoi on pourrait pas se faire une pause respiration en silence. Voilà, on peut aussi se dire pourquoi pas trouver un espace. Nous c'était une salle qui servait à rien, on l'a transformé, il n'y a pas forcément besoin d'un grand budget, et de se dire ça sera un espace qui sera réservé, pas de conversation, pas de téléphone, et chacun se pose. On avait mis des poufs, c'était très confortable. Il peut aussi être utile d'avoir un espace quand c'est possible. Et elle avait été utilisée, cette salle? Oui, très, très. Et même en fait, ce qui est assez amusant, c'est que au moment ce que j'ai su après, parce qu'après j'ai quitté cette entreprise, mais ce que j'ai su après, c'est que dans les processus de recrutement, quand il y avait des personnes venaient pour postulaient dans un processus de recrutement, ça faisait partie des choses qui étaient valorisées. Dans notre entreprise, on est aussi en espace où on peut se ressourcer, un espace silence, parce que
on invite vraiment nos collaborateurs à prendre des pauses, se déconnecter de tout. Donc oui, il y avait eu des retours très positifs parce qu'on avait mené aussi une enquête pour voir quels étaient les bienfaits. Et puis moi, j'ai quelques collègues aussi qui m'ont contacté quelques temps après en me disant merci Audrey pour ce lieu. J'y vais très souvent, je vais faire ma petite sieste. Alors parfois voilà, c'est micro-sieste, mais oui, il peut y avoir cette crainte, je crois que tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, ouais, mais enfin, c'est une perte de temps. On n'est pas là pour se reposer, on est là pour travailler. Et c'est le repos, en fait, qui permet aussi de mieux travailler et d'être plus engagé aussi, plus motivé dans ce qu'on fait. Tu prêches une convaincue. Je crois que plus largement, de manière plus vaste, pour moi, qu'on parle de méditation de pleine conscience, qu'on parle de goûter au silence, c'est finalement une façon de se relier beaucoup plus à la vie, de se relier beaucoup plus au vivant et d'aimer beaucoup plus la vie. Je crois que c'est Christophe André qui dit ça, une phrase que j'aime beaucoup, il dit que finalement, à travers cette pratique de pleine présence, ça nous permet de réapprendre à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et dans les moments difficiles, parce que la vie c'est aussi des moments difficiles, et ben c'est peut-être pas, ça nous permet, et pour en avoir fait l'expérience aussi dans des moments difficiles, de pas se cristalliser sur ce qui est difficile, parce que notre mental il est très fort aussi pour ça, finalement, pour nous faire revivre. On parle de la double peine. On vit une chose une fois et puis on se le ressasse, et finalement on continue à entretenir ce qui est douloureux. Et donc, je dis pas qu'on va échapper à la douleur, mais en tout cas, ça évite d'en rajouter une couche et aussi de voir ce qui est beau dans la vie. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à une période de ma vie où je cite souvent cet exemple-là dans les retraites en silence où ma maman était gravement malade et pendant 3 ans, c'était une multitude de complications et avec beaucoup de peur de ce qui allait lui arriver. Et finalement, cette pratique, elle m'a énormément aidée à aussi être dans la peur parfois, dans l'inquiétude, mais pas être que là. Et aussi à voir, tiens, aujourd'hui ça va là et à cet instant-là ça va. Il y a plein de choses qui sont chouettes aussi dans ma vie, dont d'être à la fois présente à tout, présente à ce qui était douloureux, mais aussi présente à ce qui était encore joyeux, présente au soleil qui continuait à se lever le matin, toutes ces petites choses qui peuvent vraiment être des soutiens. Et ça, c'est en lâchant aussi le mental qu'on peut se rendre présent à ça et se libérer finalement de la souffrance qu'on se crée soi-même. Merci beaucoup, Audrey. Merci Claire de ton invitation et ravie d'avoir pu partager autour de ces sujets. Et maintenant, venez, on en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast, ou sur ma page Facebook, Le Bon Tempo, et si le temps devenait notre allié. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Qu'allez-vous commencer à mettre en place ? Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts.